Avons-nous encore une opposition politique au Bénin? Ou avons-nous un groupe de personnes résignées, voire des politiciens qui ont fait un accord tacite avec le président Patrice Talon pour jouer un match amical contre les intérêts du peuple? Ça va bien. En pleine forme, ça. C'est un plaisir. Merci. Plaisir, partage. Nous avons parlé des préoccupations que nous avons par rapport aux producteurs. Les producteurs qui disent un peu leur souffrance dans le pays. En ma qualité de chef de file de l'opposition tel que reconnu par la loi, il était important que je pose ces problèmes-là. Voilà. Vous êtes satisfait de ces échanges avec le président? Oui, satisfait d'abord qu'il ait accepté de mettre en œuvre cette disposition, à savoir recevoir le chef de file de l'opposition, même s'il ne l'a pas encore consacré par un acte. Mais je ne suis pas satisfait totalement de toutes les réponses que j'ai reçues. Cette question mérite réflexion aujourd'hui, car l'attitude des soi-disant opposants au régime de la rupture ne fait que creuser un fossé entre la souffrance du peuple et ceux censés représenter ses intérêts. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue encore une fois sur ma chaîne Achille Frey. Aujourd'hui, vu tout ce que nous voyons et ce que nous entendons, il est important qu'en tant que jeunes de ce pays, nous puissions nous poser certaines questions. Puisque depuis 2016, les Béninois sont pris dans une spirale de doutes. Beaucoup qui prennent encore la peine de réfléchir dans la République se demandent si nous sommes encore dans un régime démocratique ou si nous avons un temps glissé dans un régime autoritaire sans que nous n'ayons notre mot à dire. Puisque depuis des années déjà, sous ce régime de la rupture, des actes impitoyables ont été commis. Des emprisonnements arbitraires des leaders d'opinion, des arrestations politiques, extorsion des biens des paysans, musellement de la presse et même des tueries de Béninois. Nous faisons l'objet de pression de la part de l'exécutif béninois. S'agissant du cas de Rekia Madougou, elle est inculpée de financement de terrorisme. Le dossier est vide, il s'agit d'une histoire rocambolesque, d'une pure imagination du pouvoir exécutif. On nous a instruit sur les réquisitions du ministère public, à savoir le placement en détention provisoire de Dame Rekia Madougou. Contre notre gré, tous les dossiers dans lesquels la chancellerie a un intérêt font l'objet de pression. Pour la plupart des cas, cette pression-là vient lorsque on constate qu'il y a des opinions dissidentes. Je ne suis affilié à aucun parti politique. J'aurais pu faire cette déclaration depuis fort longtemps. Il faut dire que ce n'est pas la seule affaire dans laquelle l'exécutif s'est impliqué ardemment. Si j'ai tenu à démissionner, à quitter le pays, c'est parce qu'à un certain moment, j'en avais marre et je n'aime pas les pressions. J'ai besoin de mon indépendance et de ma liberté. Et j'ai besoin d'apprécier les faits et d'être libre dans ma décision. Une oppression sans nom. Et pourtant, l'opposition reste silencieuse, résignée. Comme le disait Martin Luther King Jr., notre jour commence à finir le jour où nous devenons muets sur les choses qui comptent. Face à cette répression, l'opposition ne se lève pas. Elle se laisse humilier, interdite de tenir des rassemblements ou des meetings. Autorisation la nuit, interdiction le jour. C'est la situation que vivent depuis un moment le Parti Les Démocrates et ses militants. On va dormir ici. On va dormir là. Appelez le renfort. Appelez le renfort, nous sommes là. On va dormir ici. Leurs meetings et autres rencontres subissent une répression qui dépasse l'entendement. Je ne sais pas ce qui se passe dans mon pays. Je suis surpris, je ne comprends pas. Je crois qu'il y a une folie qui s'est emparée de la République. Quelle est la cause de cette folie? Prions le Seigneur que les fous ou ceux qui tombent dans cette folie soient guéris. Tandis que le camp du président organise ces événements sans problème. C'est avec enthousiasme et ferveur que les militants et sympathisants du parti l'Union progressiste, le renouveau de la commune de Torviclin ont... Où est l'indignation? Où est la résistance? Si ces partis qui se disent de l'opposition ne sont pas prêts à se dresser contre la tyrannie, comment pouvons-nous leur faire confiance? Comment pourront-ils à leur tour défendre la démocratie lorsqu'ils seront à la marina? Et si jamais un jour notre pays est attaqué, comment pourront-ils le défendre? Le pire, c'est que ceux-là qui aspirent à prendre la relève, ceux-là qui se font appeler opposants et qui prétendent vouloir nous donner de l'espoir, ramener la démocratie et le respect des droits de l'homme, sont là, tranquilles,
se contentent juste de se plaindre du code électoral, des interdictions dont ils sont objets lors de leur sortie. Il y a quelque chose que la vie m'a enseigné. Parfois, ce n'est pas la faute du bourreau qui n'a rien à cirer avec le bien-être ou la vie de sa victime. C'est plutôt la faute des victimes qui ont décidé se taire, subir en silence, espérant un salut qui leur viendra du ciel. Puisque la plupart d'entre eux ont tellement lu des fables où Dieu sort son peuple d'Égypte en le libérant des griffes de Pharaon. Donc les victimes sont là, tranquilles, et attendent patiemment qu'un sauveur vienne d'en haut pour les libérer des griffes de Patrice Talon. Thomas Sankara a dit ceci, je cite, « L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. » Fin de citation. Chers opposants, sachez que vous êtes complices de la misère, de la souffrance et des tortures que subit ce peuple depuis 2019. Tous ces malheurs que ce gouvernement a fait subir à ce peuple, toutes ces vies fauchées, toutes ces bavures policières, ces privations de liberté pour n'en citer que celles-là, sachez que vous en êtes complices. De par votre silence, vous en êtes complices. De par votre inaction, vous en êtes complices. Vous avez aussi du sang du Béninois sur les mains. Puis, vous ne vous montrez même pas digne de ceux-là qui se sont sacrifiés, ceux-là qui ont donné leur vie pour que nous aboutissions à la conférence nationale de 1990. J'ai été à la conférence nationale, madame. Avant d'aller à la conférence nationale, mon cher Herbert, il y a eu des sacrifices. J'ai vu des enfants tués, tombés. Paix à leur âme, à Katia Parfait, Luc Tobadja, à Popo Rémi. Toutes ces personnes sont tombées. J'ai vu des gens aller en exil, fuir le pays. Même Adrien Oumbeji a été en exil. Le président Adrien Oumbeji est venu de l'exil pour prendre part à la conférence nationale. Paix à leur homme, les Bétin Bona. J'ai le père, un ami d'enfance avec qui j'ai fait l'enfance. On a fait tout dans ce Cotonou. De Ouno. Le vieux de Ouno. J'ai mon parrain, père à son âme, Michel Bamenou Toko. Tous ceux qui ont fait 9 ans de prison, 11 ans de prison. On ne veut rien à la conférence nationale. On n'a dit plus jamais ça. On voit des gens. Mais j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que Ousmane Sonko a de plus que vous? Pensez-vous que le peuple sénégalais allait voter pour Diomaye Faye, candidat choisi par Ousmane Sonko parce que lui-même étant inéligible? Si lui, Ousmane Sonko, s'était comporté comme une poule mouillée face aux abus de Macky Sall? Non, je ne pense pas. Puisque le vaillant peuple choisit ceux qui ont une paire de boules dans les caleçons. Des leaders qui sont capables de se tenir debout face aux tyrans et de dire non. Ces leaders que l'emprisonnement n'effraie pas. Nous avions tous vu sur les élections de 2021 avec le système manipulé à souhait. Un parti fantôme orangé avait été créé dans la foulée avec un certain Kowe et Irénée Agossa pour légiférer la mascarade électorale orchestrée par le président Patrice Talon. Et pour avoir dit non à cette mascarade, nos frères et sœurs ont payé de leur vie. Aujourd'hui, au nom d'une réforme électorale, le peuple béninois a été privé de son droit de choisir librement son leader. Mieux, voilà une réforme électorale où des partisans des partis politiques, fût-ils de la mouvance ou de l'opposition, ne peuvent tenir des débats libres sur le choix du représentant de leur parti politique aux élections qui s'annoncent. Et doivent tous attendre que Patrice Talon donne le top. Quelqu'un se lève, il s'appelle Patrice Talon. Il dit, mais écoutez, je ne veux pas de candidat, je ne veux pas qu'on bronche dans mon camp. Vous allez attendre mon mot d'ordre sur le choix du candidat. Ce qui veut dire une seule personne pèse sur 2 partis. On me dit que c'est des réformes qui amènent à la puissance de l'individu sur le parti. On me dit que le but des réformes, c'est de donner de l'importance au parti. Mais c'est de l'anachronisme. Tout a été taillé sur mesure pour permettre à Patrice Talon soit de rester en place, soit de nous imposer une marionnette qu'il sera en train de téléguider dans l'ombre. Et pour calmer les ardeurs de cette opposition, il leur a attribué 28 députés, le nombre exact de députés qu'il faut selon ses lois pour pouvoir parrainer un candidat. Et pour montrer à la communauté internationale qu'il fait preuve de bonne foi, il a accédé à leur requête de l'audit du fichier électoral. Et voilà, cette opposition pense que cela suffit pour que les Béninois s'alignent derrière elle. Vous semblez plus préoccupés par des considérations personnelles que par un projet collectif pour le peuple béninois. Et si à la fin, ce qui évidemment va finir par arriver, vous vous rendez compte qu'on vous a dupé depuis le début, vous allez demander au peuple de sortir dans les rues pour manifester. Lorsque le verre sera déjà dans le fruit, vous allez nous demander d'aller exposer notre poitrine. Je suis désolé, mais c'est maintenant qu'il faut rabattre toutes les cartes.
Sinon, c'est qu'on ne pourra pas compter sur vous. Et dans ce cas, ce sera au peuple et principalement à la jeunesse béninoise de prendre ses responsabilités. Parce que l'avenir, c'est la jeunesse. Et s'ils rentrent dans la compromission, ils vont couler. Et personne, moi, je n'irai pas à leur secours. Je profite pour le dire. Tel qu'ils se comportent, je n'irai pas à leur secours. S'ils ne changent pas rapidement, si Talon est en train de les déstabiliser, je viendrai les achever. Mais regardons ailleurs. Au Kenya, les jeunes se sont unis contre l'introduction d'un projet de loi sur des nouvelles taxes par le président William Ruto à l'Assemblée nationale. Ils ont marché dans les rues, exigeant la justice. La répression était violente. La police a tiré sur les manifestants. Plusieurs ont été blessés. D'autres sont même tombés sous les balles. Mais malgré cette brutalité à la Patrice Talon, ces jeunes Kenyans n'ont pas cédé. Et évidemment, le président William Ruto, face à la détermination de cette jeunesse, n'a eu d'autre choix que d'écouter son peuple et de retirer ce projet de loi de l'Assemblée nationale. C'est ici que devait avoir lieu le rassemblement de l'opposition. Mais avant même qu'il ne démarre, la police disperse les habitants du quartier, venus en nombre pour dénoncer les nouvelles taxes imposées par le gouvernement de William Ruto. La TVA sur l'essence doit notamment doubler et entraîner une inflation des prix des produits de première nécessité. Ils nous taxent beaucoup trop. Ils nous jettent des grenades lacrymogènes sans raison. C'est pour ça que nous sommes en pleurs, nous les Kenyans. Nous ne sommes pas contents. Notre situation n'est pas bonne en ce moment. Le peuple souffre. De nouvelles manifestations ont éclaté vendredi au Kenya. Des centaines d'étudiants de l'université de Nairobi ont bloqué une autoroute majeure, exprimant leur colère contre les kidnappings et le gouvernement. Depuis le mois dernier, le pays est en proie à des semaines de troubles menant à des appels à la démission du président William Ruto. Bien que ce dernier ait limogé presque tous ses ministres jeudi, les tensions persistent. William Ruto a dissous le gouvernement, mais ça ne signifie rien, absolument rien. Il doit rentrer chez lui. Il nous a peut-être menti en disant avoir dissous son cabinet. Il est corrompu, c'est un menteur, c'est un voleur, c'est le diable en personne. Cet exemple du Kenya montre que malgré la répression, une mobilisation populaire déterminée peut faire plier même les dirigeants les plus autoritaires. Un dictateur, on lui fait face. On sensibilise le peuple. On va parler au peuple. C'est difficile. Mais il faut continuer à parler au peuple. Il faut aller se plaindre au peuple. C'est le peuple qui règle le compte du dictateur. Ce n'est pas l'individu. Et il y a une bonne idée, bro. Et là, bon, tu as dit, il passera sur mon corps. 54 jours, bro. Pam, pam, mais debout. Ce genre de mouvement est une leçon que nous devons apprendre ici, au Bénin. Ce n'est pas la peur qui doit nous guider, mais la volonté de changer pour un avenir meilleur. Nelson Mandela a dit, je cite, « Cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. » Aujourd'hui, je ressens de la honte, une honte profonde pour ce que mon pays, le Bénin, est devenu. Quand je pense au sacrifice de ceux qui ont donné leur vie pour la conférence nationale de 1990, et qu'aujourd'hui, ces sacrifices sont trahis par une opposition timorée qui se contente de se lamenter, espérant un miracle qui viendra de je ne sais où. C'est quelque chose, président. On sait de quoi on parle. Non, dites-moi. Non, je dis, ceux qui sont en prison en ce moment, ceux dont on parle. C'est qui? Je ne les connais pas tous. Je ne les connais pas tous. D'accord. Je ne les connais pas tous. Les violences, la question, c'est la question qu'il faut se poser maintenant. D'où sont venues ces violences? Témoin, effectivement, de la mise en liberté d'un certain nombre. Je dis bien, je m'en félicite, oui, à la suite des rencontres que nous avons eues. Mais il y en a aujourd'hui environ près de 120. Et maintenant, la question de Rekia, Ivor et autres présidents, elle est en prison. Elle a condamné, moi je dis, je n'ai pas pris la décision de la gracier. Vous le savez, ce n'est pas un secret pour personne. Les grâces qui ont été prononcées ne figurent pas parmi les grâces. Peut-être que c'est la gracier demain, je ne sais pas. Je vous avais dit ça, monsieur le président. Ce n'est pas la première fois que je vous ai dit que je ne comptais pas la gracier. Je vous ai dit ça. Bon? Oui, je vous ai dit ça. Vous avez oublié? J'ai dû oublier alors. J'étais un peu distrait peut-être. Non, je vous ai dit ça. La fois que je vous ai dit que je n'étais pas dans mes intentions. Je ne soutiendrai pas la loi d'amnistie. Pardon. Président, ne faites pas.
Et c'est justement ce genre de comportement qui maintient nos frères encore dans les prisons. C'est ce genre de comportement qui fait que ceux qui sont en exil ne sont toujours pas encore rentrés. Aujourd'hui, face à ce code électoral, cette opposition timorée semble incapable de faire quoi que ce soit pour nous sortir de ce chemin qui nous conduit tout droit dans le mur. Si nous devons tous mourir, il faut au moins que ce soit pour la bonne cause. Parce qu'après les élections générales de 2026, il faut que nos parents paysans qui cultivent leurs champs sans aucun accompagnement gouvernemental puissent jouir pleinement du fruit de leur production. Après ces élections, disais-je, les portes de prison vont s'ouvrir afin de laisser libres tous les prisonniers politiques qui y croupissent. Tous les organes de presse qui ont été fermés parce qu'à un moment donné, Patrice Talon a trouvé qu'ils ne font pas assez ses éloges doivent rouvrir leurs portes. Oui, les élections générales de 2026 doivent mettre fin à la tyrannie au Bénin. Mais je voudrais revenir sur quelque chose de très important qui a endormi beaucoup d'esprits.